souvent, il y a de très, très bonnes idées qui ne deviendront pas des entreprises ou des projets entrepreneuriaux à part entière parce que l'aspect analyse de marché ou besoin de la clientèle ou commercialisation n'a pas été nécessairement analysé. Aujourd'hui, avec notre super podcast Entrepreneuriat Québec, on a la chance de rencontrer une personne qui, en fait, est un entrepreneur qui veut beaucoup redonner parce que tu fais, par ton emploi, parce que tu veux amener à la société, par j'oserais dire, le projet de société que tu veux amener. Nicolas, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Comment a été ta journée? Rapide. Rapide? Rapide. T'aimes-tu ça, la vitesse? Oui, beaucoup. OK. En entrepreneuriat, est-ce que tu en as assez pour ton goût? Oui, même trop, si c'est possible. Des fois, oui. Puis, on va embarquer dans le sujet justement de justement pourquoi ça va aussi vite. Qu'est-ce qui se développe? C'est ton projet un peu Mémorial 100. C'est pour ça aussi qu'on est là. Il y a plusieurs entrepreneurs qui vont passer au micro, qui sont de Mémorial 100. Maintenant, explique-nous qu'est-ce que Mémorial 100? Mémorial 100 devait être un projet, une collection, parce que j'ai lancé une maison d'édition privée avec mon associé il y a quelques années, purement destinée aux entrepreneurs, qui sont des biographies d'entreprises ou d'entrepreneurs. Donc, on a développé cette expertise-là d'être capable de raconter leurs histoires en texte et en images de façon très vivante. Et on s'est rendu compte que ça avait un très, très fort potentiel. Okay. Un peu dans le même sens qu'une conférence. Donc, tu écoutes un entrepreneur raconter son parcours. C'est là où ça devient une contamination positive. Et on a décidé finalement de faire le projet Mémorial 100, donc présenter au public 100 entreprises qui, pour nous, méritaient d'être connues et avaient le potentiel d'inspirer la relève entrepreneuriale. OK. Donc, le but, c'est vraiment de redonner ou de donner aux gens le goût d'entreprendre. Exactement. OK. Avec des exemples concrets. Et dans les histoires que tu as vues, je te demanderai pas d'aller chercher ta préférée, je te le promets, mais qu'est-ce que toi, tu es allé chercher là-dedans? Je suis un passionné d'entrepreneuriat, d'histoire en général. Okay. Je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. Donc, ça me permet de partager quelque chose qui, selon moi, a une grande puissance. Ça permet de faire rayonner des gens qui se donnent corps et âme à leur mission, à la vision de leur entreprise, qui ont souvent le nez dans leurs opérations quotidiennes, qu'ils le font pas pour shiner, qu'ils le font pas pour faire parler d'eux. Puis à quelque part, c'est ça qui est inspirant, puis les faire découvrir. Parce que personnellement, ça a un impact positif sur moi. Ça a eu un impact aussi plus tôt dans ma carrière sur le fait de me lancer en affaires. Oui. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul, que ça pouvait influencer positivement ou que ça pouvait juste être la bougie d'allumage ou le petit kick parfois que ça prend pour dire « OK, tu as ce qu'il faut, fais-le ». Est-ce que tu as l'impression que l'entrepreneuriat fait peur? Oui, tout à fait. C'est normal. C'est normal. C'est pas un parcours linéaire. C'est normal que ça fasse peur parce que c'est très difficile à anticiper. Oui. Puis je pense que c'est une peur qui est positive à quelque part aussi. S'il n'y a pas de peur, le risque est encore plus grand. On n'est pas conscient des risques s'il n'y a pas de peur. Puis être entrepreneur veut dire créer des emplois, faire vivre des gens, des familles. Ça, c'est une responsabilité. Si tu prends des risques inconsidérés, ils vont être impactés là-dedans aussi. De ce que je sais, c'est que tu as vraiment fait le saut de l'ange un peu. Là. Parce que tu as passé de salarié à entrepreneuriat dans un contexte familial où tu avais des jeunes enfants. Donc, c'est jamais... Plusieurs personnes nous ont dit qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer en entrepreneuriat, t'en es la preuve vivante. C'est vrai, il n'y a pas de bon moment. Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais un peu plus tôt? C'est-à-dire sans avoir cette responsabilité-là, parce que être père de famille, être mère de famille, peu importe lequel des deux rôles, vient avec des responsabilités. Tu ne peux pas tout risquer pour un accomplissement personnel, professionnel. Si c'était à refaire, est-ce que je le ferais plus tôt? Probablement. D'un autre côté, je ne l'aurais pas fait avec le même bagage, avec les mêmes apprentissages, avec les mêmes expériences. Donc, il n'y a pas de bon moment pour le faire. OK. Est-ce que tu penses que justement, le fait que toi, tu te lances en entrepreneuriat,
tu es un modèle d'entrepreneuriat pour tes enfants qui le vivent. Est-ce que tu penses que ça contribue à créer cette culture entrepreneuriale-là dans ta famille? Je l'espère. OK. Puis ça fait partie aussi des discussions que j'ai avec mes enfants, 11 et 15 ans. Donc, nécessairement, 15 ans, c'est le début d'une réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Souvent, on cherche. C'est important pour moi de passer ce message-là aussi à mon plus vieux, de lui dire, ben, c'est peut-être que ta job idéale dans la vie, elle n'existe pas actuellement, puis il faut que tu la crées. C'est peut-être ton chemin à toi au lieu de suivre un chemin qui est déjà tracé, mais voici ce que ça implique de l'autre côté. Puis, il est capable de le voir aussi les contre-coups. Oui, il les a vécus. Les journées finissent pas à une heure précise et ne terminent pas à une heure précise. Puis là, justement, on parlait de ça. On parlait justement que ça va vite. Est-ce que tu prends des vacances? Est-ce que pour toi, c'est important de prendre des moments d'arrêt? Oui. Puis des moments d'arrêt, pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire décrocher puis partir 3 semaines en vacances à l'autre bout du monde. C'est de le faire aussi de façon constante et continue. D'avoir des activités, des hobbies, d'être capable de prendre un pas de recul aussi. Un moment où essayer, en tout cas, arrêter le petit hamster qui tourne tout le temps. C'est ça, tu es toujours continu. Puis est-ce que justement l'entourage, est-ce que, par exemple, au niveau de ta famille, est-ce que les gens comprennent ce que tu fais? Est-ce que l'entourage est entrepreneurial ou pas tant? Partiellement, je dirais. J'en ai dans ma famille. J'ai certains de mes amis aussi. Puis oui, il y a une certaine compréhension, je dirais assez de surface pour les gens qui ne sont pas en entrepreneuriat parce que c'est très, très dur de comprendre ce que ça implique, la profondeur à laquelle cet état-là d'être entrepreneur est enraciné à l'intérieur de soi. Tu peux pas peser sur pause. Tu peux pas, puis on parle de prendre des vacances, prendre des moments de recul. En vacances, c'est pas vrai que je pense pas à ma business, c'est pas vrai que je vois pas des opportunités, que je les analyse pas. Oui, c'est beau, il faut laisser les problèmes de côté, ça va. Mais l'esprit entrepreneurial, il est là. Il n'est pas là part-time, il est toujours là. Tout ce que tu me disais, l'entrepreneuriat, c'est pas un hobby, c'est pas un passe-temps. Si c'est un hobby, je pense pas que ça va être durable, je pense pas que ça va être profitable non plus. Profitable, je parle pas monétairement, faut pas se lancer en entrepreneuriat pour faire des sous. C'est pas une bonne raison pour se lancer en affaires, parce que tu vas être déçu dans le sens où, en tant que salarié, tu as un salaire horaire. Quand tu deviens entrepreneur ou quand tu assumes ton rôle d'entrepreneur, tu fais beaucoup plus d'heures. Puis j'ai posé beaucoup cette question-là à des femmes, mais j'ai le goût de la poser. En tant que femme entrepreneur, il y a plein de moments où, par exemple, pour celles qui vont se bâtir des clientèles, pour celles où il y a des moments d'arrêt parce que tu tombes enceinte, parce que tu veux t'occuper de tes enfants. Toi, de ta vision d'homme, comment tu vois ça, justement, cette obligation-là pour certaines femmes d'être obligées d'arrêter quand tu dis effectivement que ça te gruge en dedans, là, ça vient de toi, là. Comment tu as vu ça peut-être dans Mémorial 100 à travers les entrepreneurs ou même chez les entrepreneurs que tu connais? Je pense que ça doit être très difficile. OK. D'un côté, oui, il peut y avoir une pression sociale, il y a un certain rôle à assumer. Par exemple, nécessairement en voulant être parent, on n'a pas le choix de prendre un temps d'arrêt ou de se retirer activement de l'entreprise pendant au moins quelques mois nécessairement. Et je pense que ça doit être très difficile parce que la fibre entrepreneuriale n'est pas moins forte chez une femme que chez un homme. Dans Mémorial 100, on n'est pas à 50-50 exactement, mais il y a énormément de femmes entrepreneurs qui font partie du projet. Puis c'est important pour nous, la diversité dans tous ses sens, dans tous ses axes. Autant pour les réalités régionales qui sont différentes au niveau des industries, au niveau des modèles d'affaires. Et il y a beaucoup de femmes dans Mémorial 100. Je pense que c'est pas plus... c'est pas moins enraciné. Donc, je crois qu'il doit y avoir une certaine déchirure à l'intérieur, dans le sens où tu peux pas être pleinement entrepreneur en même temps. Là. Je vois chez les femmes aussi qu'il y a tout le temps cette dualité-là que je trouve intéressante de voir des yeux, justement, d'un homme qui en a acquis à plusieurs femmes entrepreneurs. C'est super intéressant parce que, c'est l'entrepreneuriat, puis tu l'as dit toi-même, c'est un jeu où on veut essayer de gagner ou c'est un jeu où on veut essayer de ne pas perdre quelque chose. C'est-tu où, toi, dans cette... Je pense que... je vais faire attention à ce que je dis. Je ne veux pas choquer de gens non plus, mais je pense qu'il y a une différence entre un entrepreneur puis un gestionnaire, par exemple, où un entrepreneur va jouer pour gagner,
puis un gestionnaire va jouer pour pas perdre. Quand tu joues pour gagner, tu es prêt à mettre tes billes sur la table pour aller en chercher plus. Quand tu joues pour pas perdre, c'est très difficile de mettre tes billes sur la table si tu veux aller en chercher plus. Tu veux pas perdre. Donc, c'est pas la même mentalité de croissance. C'est beaucoup moins fonceur. Il y a probablement des entrepreneurs qui jouent pour pas perdre. Puis c'est correct, dans le sens où s'ils veulent pas croître, puis ils sont satisfaits de la taille de l'entreprise qu'ils ont. Mais nécessairement, s'il y a un aspect de croissance, t'as pas le choix. Il faut que tu joues pour gagner. Et en même temps, il y a cette soif-là qu'on a vue à travers plusieurs entrepreneurs qui sont toujours dans vouloir accélérer, dans vouloir peser sur le gaz, dans disant... Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi dans Mémorial 100, ce trait-là caractéristique des entrepreneurs? Assurément, parce que ça faisait partie des critères des entrepreneurs qu'on a choisis pour participer au projet. C'est tous des gens qui ont un profond désir d'avancer. Puis c'est pas nécessairement de dire OK, à chaque année, il faut que je double mon chiffre d'affaires ou qu'il faut que j'ai une augmentation de 30% de mon nombre d'employés ou de mon pied carré. Mais les technologies avancent très rapidement, les procédés, les normes aussi, tant au niveau environnemental que, bon, tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est une constante évolution. Donc, il y a toujours une croissance ou presque à certains niveaux. Sinon, l'entreprise va stagner. De quoi tu es le plus fier comme risque que tu as pris? D'avoir pris le pari que les histoires d'entrepreneurs, les parcours de nos entrepreneurs sont importants puis peuvent avoir un impact sérieux. Il y a déjà eu plusieurs initiatives, je dirais, plus isolées, mais ça ne s'était jamais fait à ce niveau-là, c'est-à-dire créer 2000 pages de contenu de parcours d'entrepreneurs. Puis je suis content d'avoir pris le risque de le faire. C'était très audacieux. Mon partenaire est purement visionnaire, est capable de voir très, très loin, d'avoir une vue presque satellite. Puis je suis content de l'avoir aussi de cette influence-là de sa part, de dire, OK, on va le voir grand. On n'en fera pas juste 10, on n'en fera pas juste 20, on va en faire 100. Puis au départ, l'idée, il m'avait même dit, on va faire 1001 histoires de start-up. OK, attends. Puis c'est là où cette complémentarité-là, qui pour moi est extrêmement importante, que tu aies des associés ou pas, il faut que tu t'entoures. Il faut que tu t'entoures de gens qui sont complémentaires, tu t'entoures de gens qui sont pareils comme toi. Vous allez juste pousser dans le même sens sans voir le reste de ce qui se passe autour. 1001, c'est attends une minute. Moi, je suis beaucoup plus terrain, opération. Attends, est-ce que tu comprends ce que ça l'implique de faire? Puis finalement, OK, on va aller un peu plus en profondeur avec chacune des histoires. On va en faire peut-être un moins grand nombre qui reste très important, en faire 100. Je pense que c'est un des risques dont je suis le plus fier. Puis le fait qu'au départ, quand on parlait de ce projet-là, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croyaient qu'on allait le faire, que les entrepreneurs allaient embarquer, allaient partager ces histoires-là, qu'on allait être capable de toutes les écrire, de les rassembler, puis on le fait. Fait que ça, c'est un risque. C'est un risque aussi de l'annoncer. Pas de dire, on va écrire des histoires d'entrepreneurs, puis que, bon an, mal an, quand t'en as 100, tu dis, hey, on en a fait 100, puis bon, on le brand comme ça. De l'annoncer avant même d'en avoir écrit une. Oui, ce serait ce risque-là. Vous avez mis vos billes à la table. Puis, conseil de pro à quelqu'un qui a peur de se lancer, à quelqu'un qui, justement, tarde justement à y aller, en bon français, all-in. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc? Je ne sais pas si c'est un truc, mais fais-le pour les bonnes raisons. C'est correct d'y croire, c'est correct d'avoir une bonne idée, mais il faut assurément qu'elle ait un potentiel commercial. Il faut qu'elle ait une place dans le marché. Souvent, il y a de très, très bonnes idées qui ne deviendront pas des entreprises ou des projets entrepreneuriaux à part entière parce que l'aspect analyse de marché ou besoin de la clientèle ou commercialisation n'a pas été nécessairement analysé. Donc, oui, c'est correct de le rêver, c'est correct de l'assumer, mais ça se prépare, ça s'analyse. Je pense que ça, c'est le meilleur conseil à donner parce que sinon, ça peut être franchement décourageant. Si ce que tu fais n'a pas de potentiel commercial ou de rentabilité, ça va être difficile tout du long. Ça ne sera pas facile si tu le démontres, cette rentabilité-là, mais si tu es capable de démontrer un potentiel puis une rentabilité, tu vas être capable d'avoir des appuis sérieux, des investisseurs. Puis est-ce que justement, l'échec justement de voir que son projet ou ce à quoi on avait rêvé par X, Y, Z, que ça peut être des circonstances, on en a vécu avec la pandémie, que ce soit comme le manque de financement, un manque d'intérêt,
est-ce que ça peut jouer sur l'estime professionnelle des personnes, des entrepreneurs? Oui. Est-ce que ça peut briser une fibre entrepreneuriale? Je suis pas sûr. Je pense que ça peut même la stimuler, de dire, OK, ça n'a pas marché de cette façon-là, mais je vais le faire de telle façon. Ça peut être un stimulant, je crois. Sur ça, je terminerai en te demandant quelle a été, dans les biographies ou dans les histoires que tu as lues, celle qui t'a le plus accroché pour pouvoir baser un peu ton modèle de storytelling? Je pourrais pas en nommer une parce que le modèle de storytelling, en fait, c'est celui qu'on a pris le temps de développer, puis ça a pris presque 2 ans pour Mémorial Édition, pour faire des biographies. On parle de biographies, on parle de 100 à 250 pages. Mémorial 100, c'est 100 histoires de 20 pages. On a réappliqué, en fait, le secret de la sauce qu'on avait découvert et qu'on avait monté pour faire ces biographies-là. À la base, c'est beaucoup plus une idée qu'un entrepreneur ou un exemple. Dans le sens où lire une biographie, c'est franchement intéressant. Il y a du beau contenu, mais le contenant est un peu décevant. Dans le sens où il y a 4 ou 5 pages de photos dans le centre. Tu lis les 100 premières pages, puis tu arrives au milieu, puis tu fais « Ah, OK, oui, ça fait référence à telle anecdote, puis à telle histoire. » Puis bon, tu poursuis ta lecture, puis tu fais « Ah oui, il me semble que j'avais vu cette photo-là. » C'est pas très convenient. C'est pas très... l'expérience, disons, est pas à son meilleur. Si tu as un album photo, il y a beaucoup de questions qui vont rester en suspens. C'était ça l'idée à la base, de dire on va allier la force des deux, des mots et des images. Donc, d'arriver avec un format qui est à mi-chemin entre la biographie et l'album photo. C'est franchement inspirant et je dirais même que c'est intelligent parce qu'effectivement, moi non plus, j'avais jamais vu cette chose-là, en fait, la biographie de cette façon-là. Ça me donne encore plus le goût d'aller la lire. Donc, malheureusement, je ne pourrais pas le faire là, mais tu peux être certain que ce soir, je m'y mets puis j'invite tout le monde vraiment à aller sur le site pour aller lire ces belles histoires-là. Merci, Nicolas. Merci à toi.